Valéry Giscard d'Estaing, Démocratie française. Conclusion, une ambition pour la France. Pour vous, qui venez de parcourir ces pages, comment définir le projet qu'elles décrivent par rapport à nos références habituelles? Il est aux antipodes du collectivisme. Par nature, un système collectiviste qui écrase et nie l'individu est contraire aux aspirations des Français. Ce n'est pas non plus un projet libéral classique tel que la société américaine l'a rêvé et l'exprime encore. Non que nous méconnaissions la simplicité et la force de la conception libérale. Mais elle fait souvent peser sur l'individu, replacé au centre du système, face à tous les hasards de la vie, à toutes les entreprises des hommes, une charge trop lourde, une destinée trop injuste, une solitude trop désespérée. C'est au futur modèle européen de société que s'apparente le projet que nous proposons. Modèle non dénommé, mais que l'on voit prendre corps à travers ses variétés nationales, sur l'ensemble de cette terre étroite et précieuse, de ce mince cap d'Asie, où une certaine idée de l'homme, de sa mesure et de sa raison, a commencé son long périple. Est-ce un projet capitaliste? Évidemment non, puisqu'il repose sur la notion de pluralisme, et que dans la mesure où des arbitrages sont nécessaires, il les confie non au capital, mais à l'expression démocratique de la souveraineté populaire. S'oppose-t-il au socialisme? On constatera que les mots socialisme, socialiste ont été évités à dessein. Socialisme de l'Allemagne fédérale, socialisme de l'Europe de l'Est, socialisme des pays en voie de développement? Un mot qui désigne des réalités aussi différentes ne peut pas être utilisé sans ambiguïté. Si le socialisme signifie le sens de la solidarité et la volonté que la société s'organise pour diriger son progrès, il n'y a rien là qui soit en contradiction avec ce que nous venons de dire. Mais s'il signifie la manipulation de la masse, l'initiative et la responsabilité paralysées par le centralisme bureaucratique, l'économie désorganisée par des expériences irresponsables ou coupée du monde extérieur, alors il est vrai, l'antinomie est complète. Notre projet est celui d'une société démocratique, moderne, libérale par la structure pluraliste de tous ses pouvoirs, avancée par un haut degré de performance économique, d'unification sociale et de développement culturel. Il exprime notre ambition pour la France. En la décrivant, je pense moins à l'abondance des biens matériels qu'à l'au-delà de l'abondance. J'entends bien les protestations. Il est vrai qu'une nouvelle étape d'enrichissement collectif est encore nécessaire pour vaincre complètement la pauvreté. Atteindre un niveau élevé de justice, améliorer la qualité de la vie et maintenir notre pays parmi les premières puissances, en dépit de ses dimensions démographiques et géographiques. Mais si cette nouvelle étape est indispensable, la perspective nouvelle, celle dont nous sentons le besoin grandir en nous, se situe déjà au-delà, dans la recherche d'une autre dimension accordée à notre temps. Toute conception exclusivement matérialiste de la société, en enfermant l'homme dans la seule limite de ses désirs et de ses appétits, le laisse sur sa faim et sa soif, même éteinte. Il commence à apercevoir une autre lueur. Ceci explique des jugements peut-être désordonnés, comme la condamnation de la société de consommation ou l'engouement pour la croissance nulle, mais qui constituent des tentatives d'approche vers une nouvelle dimension de la vie sociale, celle qui exprimera la vie de l'espèce. Et cette lueur ne doit pas s'éteindre. La nouvelle dimension de la vie sociale, que cherche notre temps, revêtira de plus en plus la forme de la solidarité et de la fraternité. Sans doute, le champ où se déploie la fraternité est-il plus ou moins étroit. Pour beaucoup, elle se cantonne au cercle réduit, mais essentiel, de la vie privée. Mais pour d'autres, il est permis d'espérer qu'elle dépasse cette limite et fasse tomber les masques sans sourire que l'âge industriel a posés sur les visages. Et pourquoi cette perception fraternelle ne s'étendrait-elle pas aux peuples voisins d'Europe,
et à ces autres peuples frères du monde, encore démunis et souffrants. Pourquoi ne gagnerait-elle pas progressivement les limites de l'espèce ? L'édification de notre société pluraliste exclut l'immobilisme, comme elle rend inutile la révolution. Elle passe par la réforme. Plus exactement, elle suppose que le corps social trouve en lui-même l'énergie nécessaire pour améliorer ce qui doit l'être, la maturité indispensable pour en débattre, la patience pour mettre en œuvre les réformes et la ténacité pour les faire aboutir. La force du lion et la patience du renard. C'est la responsabilité du pouvoir politique de notre temps de conduire cet effort. Mais l'appui et le soutien des plus larges catégories sociales sont nécessaires à son succès. Celui des cadres, des spécialistes et des responsables. La société pluraliste n'a pas pour colonne vertébrale un parti unique ou une organisation totalitaire. Elle repose sur la capacité et la responsabilité de tous ceux qui, hommes et femmes, ont à tous les niveaux la chance de disposer d'une formation et d'un pouvoir autonome de décision. Celui de l'ensemble des travailleurs, à qui notre démocratie doit assurer la considération de la fonction essentielle qu'ils exercent et leur promotion personnelle au sein d'une société unifiée. La démocratie pluraliste nécessite le concours de la communauté scientifique et intellectuelle du pays, puisqu'elle diffuse dans tout le corps social la recherche des solutions et la prise des responsabilités. Elle n'est pas un projet fait à l'avance, mais un projet en voie de formation, qui a besoin de toutes les propositions et de tous les concours. Enfin, ce projet compte sur la jeunesse. Il lui est destiné, qu'elle le prenne, qu'elle en débatte, qu'elle le remanie, puis qu'elle en fasse le sien. Certains reprocheront à ce projet sa relative complexité. Il est vrai qu'on ne le fera pas tenir dans un slogan. Reproche ou éloge ? On ne peut pas vouloir la diversité des libertés et des responsabilités, on ne peut pas préférer l'autonomie de la vie locale et celle des entreprises, ni permettre à chacun de protéger sa sphère de vie en optant pour un système unique, centralisé et simplifié. De même que le progrès de l'économie est allé vers des structures plus complexes, de même le progrès de la société ira vers une diversification des décisions, des institutions et des responsabilités. Quelque chose en nous appelle toujours la simplification et même le simplisme, mais cet instinct est primitif comme l'est celui de la violence. Il se détache à peine de l'ignorance. La société de liberté sera une société évoluée, moins facile peut-être à décrire que les sociétés mécaniques, mais plus élaborée, plus savante et, en un mot, supérieure. Notre intuition s'est déjà formée à accepter des réalités jadis insaisissables, la transmission des images à distance, la compréhension des données statistiques. De même, notre esprit acceptera un jour, comme une réalité simple, la diversité et l'unité de la société de liberté autour de nous. N'est-il pas remarquable qu'une telle société ait été entrevue par les premiers prophètes du socialisme, comme devant constituer une phase finale d'évolution? Il se trouve que leur cheminement, bien souvent, n'y conduisait pas. Du moins reconnaissait-il ainsi l'attirance et la supériorité. Voici l'Europe qui s'unira et où la France ne doit pas être dominée. Et puis voici la France, venue de si loin, la France des champs de bataille, celle des révolutions successives, celle des cris dans la rue et celle du matin doux à la campagne. La France qui peut se déchirer comme elle en a l'habitude, ou qui peut tout à coup, éveillée et songeuse, être l'une des premières à franchir le seuil de la nouvelle organisation de la société. Il lui faut un projet, non qui excite ses querelles, mais qui les apaise. Un projet qu'elle puisse accomplir dans la liberté et dans la justice, dans le respect de sa diversité et dans sa longue marche vers l'unité. D'où ce projet conçu pour elle. Après que tout aura été ouvert, libéré, humanisé par notre effort commun, il restera à attendre que jaillisse d'un esprit, ou plus probablement d'un mouvement de la conscience collective, ce rayon de lumière nécessaire
pour éclairer le monde, celui d'une nouvelle civilisation, réunissant dans une même perception spiritualiste l'affranchissement de l'être et le tracé du destin de l'espèce. Mais cela, nous ne le savons pas encore.